va commencer, si vous le voulez bien, ce troisième Afterwork IPAG Business Club. Aujourd'hui, 8 ans après la création de Vicomte Arthur, les dés à coudre sont jetés. 15% de chiffre d'affaires à l'export, 27 pays, 70 salariés, 400 points de vente et 17,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bref, Arthur de Soutray, s'il vous plaît. Merci Charlie, merci. Bonsoir à tous et merci Charlie. Et merci pour votre accueil, merci d'être là si nombreux, je suis très touché. Raconte-nous cette histoire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu faisais du porte-à-porte? Parce que finalement, je suis sûre que personne n'y croit finalement. Mais oui, Vicomta c'est intimement lié à l'IPAG parce que là je vois Brigitte qui se marre. Oui. Donc j'étais en cours ici et il fallait en troisième année que je trouve un stage. Et je crois 3 semaines avant le début, j'ai réussi à trouver une opportunité aux États-Unis. Et j'arrive à Charlotte dans une boîte un peu difficile. Ils n'avaient plus d'argent, ils étaient sous le chapter 11. Et c'était terminé, donc je me suis retrouvé sans argent aux États-Unis. Entre-temps, j'avais appelé mes parents qui m'ont dit vulgairement « démerde-toi, t'es grand, démerde-toi ». Donc je suis parti dans le Myers Park, le quartier chic de Charlotte, et j'étais tapé aux portes. Et j'étais accueilli par ces femmes qu'on qualifie un peu de desperate housewives qui attendaient leur mari, parce que Charlotte, c'est la ville où il y a les grandes banques américaines, Bank of America et Wachovia. Donc elles attendaient toute la journée. Elles étaient ravies d'avoir un Français qui leur fasse un baise-main. Et ça, donc elles étaient ravies, donc elles m'achetaient des cravates et j'ai vendu pour 8 000 $ de cravates en un peu plus de 10 jours. Et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse ça. Et mes amis m'ont dit, mais bien sûr, fais ça comme business. Et de toute façon, dans la vie, il ne faut jamais compter sur les autres. Tu as la chance d'avoir un titre de noblesse, d'être français. Pourquoi tu ne l'utilises pas? Elle dit, je sais pas, j'ose pas parce que c'est pas dans notre culture chez nous de le mettre en avant. Elle m'a dit, si, il faut vraiment que tu joues là-dessus parce que les Américains peuvent devenir milliardaires facilement. Et ensuite, ils n'ont pas vraiment d'histoire. Mais donc toi, si tu arrives sur le marché avec une marque, avec une histoire, peut-être qu'ils seront ravis d'aller jouer au golf ou de faire de la voile avec des polos Aristo. Donc on va dire qu'on a commencé avec que des cravates quand j'étais à l'IPAG. Ensuite, en 4e année, j'ai eu la chance de décrocher un stage aux Galeries Lafayette. Donc là, ça m'a permis de trouver des fabricants de polos. Donc j'ai lancé des collections de polos bicolores qui rappelaient les Kazakhs des jockeys que je voyais dans mon enfance parce que mes grands-parents élèvent des chevaux de course. Donc c'était très coloré, bicolore. On a fait connaître le logo. Ensuite, on est devenu ce qu'on peut dire un polo maker parce que pendant plusieurs années, 80% du chiffre d'affaires de Vicomta était les polos. Et depuis 2 ans, on vend toujours plus de polos, mais ça occupe que 45%. Pourquoi? Parce qu'on a toujours eu la vision long terme de créer une marque qui puisse durer des années et pas une marque qui puisse passer de mode comme peut l'être un fabricant de polos. Donc la marque devient Vicomta beaucoup plus mode qu'elle n'était, beaucoup plus pointue. Donc j'ai pris des créateurs qui vont dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on va défiler pour la première fois, pas défiler, mais on va présenter Vicomta pendant la Fashion Week du mois de juin. Là, donc c'est vraiment l'évolution qui se fait étape par étape pour avoir une visibilité internationale et des ventes en constante augmentation. Comment, comment créer le buzz? La stratégie qui a bien fonctionné chez nous, c'est le partenariat avec des événements très prestigieux parce que tout de suite, on a voulu placer Vicomta au top. Donc c'est le Polo Club de Saint-Tropez, le Polo Club de Gstaad. On a eu la chance aussi de faire le Vendée Globe l'année dernière. Donc ce sont des événements qui sont ou sportifs avec des grands champions ou alors assez glamour. Donc aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, au Mexique, au Moyen-Orient, à Dubaï, on arrive à faire des événements qui sont toujours très prestigieux et qui mettent toujours la marque sur un piédestal. Voilà. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ne referais pas? La marque a eu cette chance de connaître une croissance très très forte, donc on s'est lancé dans beaucoup de choses et je pense que c'était surtout trop de choses pour une petite équipe, comme les licences maintenant qu'on maîtrise bien, mais vous avez des collections, on était monté jusqu'à 1000 références l'année dernière par saison, alors que les grandes marques, elles en font beaucoup moins, donc on a réduit à 600 pièces sur l'hiver prochain et on passe à 400 sur l'été 2015, donc voilà. Donc ça, c'est plein de petites erreurs. La femme aussi qu'on a lancé trop vite avec un aspect trop sport et maintenant on est en train de le redesigner pour avoir un aspect, bien sûr garder le côté sport, mais un aspect plus urbain, plus moderne. Et nous, on est ravis, on est très fiers de ce que tu as fait. Puis on peut témoigner du travail que tu as accompli jusqu'ici et on peut vraiment constater que le travail paye et on en est très fiers. Voilà. Merci. Merci à toi, merci à vous. Très bonne soirée. Ouais, merci mille fois. Au prochain Afterwork.